Vous êtes psychothérapeute spécialiste de l'enfance maltraitée. Vous avez publié l'an passé un livre intitulé « Enfants médusés, enfants abusés » aux éditions Desclés de Brouwer. Peut-être d'abord, avant de réagir au témoignage de Pierre, précisons que la Chambre de la jeunesse du Québec, elle s'appelle comme ça là-bas, a jugé que Pierre était récupérable, entre guillemets, qu'une thérapie pouvait suffire à le remettre sur les rails, sans qu'il passe donc par la prison. Après le témoignage de Pierre, est-ce que vous comprenez, vous, ces décisions de justice ? D'abord, je voudrais dire quelque chose par rapport au témoignage de Pierre. Pas une seule fois, il parle de lui en tant que victime. Il a appris, c'est sans doute une thérapie cognitive qui lui permet de contrôler ses pulsions, mais pas une seule fois, je sens que lui, on lui a permis de comprendre sa propre souffrance. Parce que tout abuseur a été un enfant abusé, d'une façon ou d'une autre. Tout enfant abusé ne deviendra pas un abuseur, mais tout abuseur a été un enfant abusé. Et dans son témoignage, comme dans le précédent, où on voit cette jeune femme avec cette petite fille Marie, qui dit je ne peux pas, pas une seule fois non plus, je l'entends, enfin on l'aide en tout cas à dire qu'elle a été elle-même quelqu'un. Est-ce que Pierre est encore souffrant. avec nous pour répondre justement sur ce serait intéressant d'en discuter avec Suzanne. Pierre, vous êtes là ? Oui. Est-ce que vous avez été un enfant abusé, Pierre ? Ça m'est arrivé une fois. J'ai été abusé une fois. Par qui ? Par un de mes frères. Vous aviez quel âge ? J'avais 6 ou 7 ans. Vous voulez poser une question, Suzanne ? Oui, parce que ça ne veut pas dire que il a été il a été abusé sexuellement, hein, Pierre dit ça. Sexuellement, vous dites ça ? L'abus, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement d'être abusé sexuellement. L'abus, il a de multiples formes. L'abus, ça peut être un abus tout à fait symbolique. Quand on traite un enfant de petit con ou une fille de salope parce qu'elle se met une mini-jupe, c'est un abus. Quand on se confie à un enfant pour lui raconter ses déboires sexuels, on n'est pas en train de le toucher avec ses doigts, mais on le touche sensoriellement, auditivement. C'est-à-dire que tout abus sensoriel, toute surstimulation sensorielle chez un enfant est un abus. A fortiori, un abus physique est encore plus fort alors qu'un un abus autre. physique, bien sûr, parce que ça va toucher la sexualité de l'enfant qui... Si vous voulez, la sexualité, c'est la possibilité qu'on a, nous, êtres humains, de rencontrer un autre différent de soi. Donc on va toucher tout le développement psychomoteur de l'enfant. Moi, je reçois des patients qui savent tout de leur histoire, mais émotionnellement, rien n'est su. Parce que quelle est la différence qu'ils savent tout de leur histoire, c'est-à-dire ? Ben oui, c'est-à-dire ils savent que papa, maman a fait ceci, a fait cela, a été maltraitant, ils n'ont pas été reconnus, ils n'ont pas été suffisamment admirés, portés, enveloppés, mais émotionnellement, il n'y a pas de jonction. C'est-à-dire que c'est une connaissance intellectuelle, mais il n'y a rien d'émotionnel qui a pu être vécu dans la thérapie. Donc il y a quelque chose qui de toute façon est inaccessible. Est-ce qu'il se voit comme victime, est-ce qu'il se ressent comme victime ? Oui, voilà, parce qu'il ne suffit pas de dire « j'ai été battu », il faut aussi pouvoir le vivre émotionnellement pour qu'il y ait, si vous voulez, un rapport psychomoteur et qu'il y ait quelque chose qui puisse être à nouveau relancé dans la vie. Sinon, on reste à un niveau complètement intellectuel. Alors c'est déjà bien dans un certain sens parce que ça va nous permettre de faire attention, on maîtrise sa pulsion, tiens, on a envie, on reconnaît les signaux qui vont nous permettre de faire des bêtises. Mais ça ne change pas profondément la personne. Et si on veut que la chaîne, Pierre parlait de chaînon, de maillon, il va bien falloir, pour arrêter cette espèce de répétition transgénérationnelle, qu'à un moment donné, il y ait quelque chose autour de la reconnaissance de soi en tant que victime. Qu'on gratte au fond de soi-même et qu'on aille trouver voilà. Et là, où est-ce qu'on a souffert, comment on a souffert. Voilà, comment on a souffert. De quelle manière ceux qui abusent, qui profitent de leur, alors victimes ou coupables, j'en sais rien, mais qui profitent en tout cas de leur ascendant en termes d'âge, en termes d'autorité sur les enfants, composent-ils avec leur propre culpabilité? Donc là, c'est un autre volet, hein, ça, c'est un autre volet. D'abord, la plupart du temps, il n'y a pas de culpabilité chez l'agresseur. Ça, c'est très clair. Il peut y avoir une culpabilité par rapport à la loi. Ils savent très bien qu'ils sont en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Donc il peut y avoir une culpabilité par rapport à ça. Mais la culpabilité par rapport à ce qu'ils sont en train de, si vous voulez, de commettre, non, ça ne colle pas. Parce que pour être coupable, il faut être conscient. Alors ils peuvent être conscients qu'ils sont en train de faire quelque chose qui ne va pas, mais ils ne sont pas conscients qu'ils sont en train de reproduire quelque chose. Parce que justement, il y a un lien qui n'est pas fait avec leur propre histoire. Bon, ça, c'est par rapport à l'abuseur. Et par rapport à la culpabilité, notamment vous, madame, quand
Bon, c'est vrai qu'on a tous des frissons quand on vous entend parler, et en même temps, moi je vous comprends, parce qu'un abus sexuel, un abus corporel, c'est toujours précédé d'une violence symbolique, d'une violence de mots, et on prépare l'abus sexuel. C'est-à-dire que dès le début de la vie, dès le début de la relation entre enfants et parents, il y a des injonctions dévalorisantes, des humiliations, des violences verbales, et quand l'enfant prend une trempe, on lui dit « tu l'as bien cherché, tu l'as mérité ». Sinon, si tu n'aimais pas ça, tu ne chercherais pas à mettre en colère. Donc on transfère sa culpabilité sur l'autre alors? Non, ce n'est pas qu'on transfère sa culpabilité, on la déploie, en tout cas, on en ressent. Culpabilise l'enfant pour justifier son acte, absolument. Et petit à petit, on arrive à le déshumaniser. C'est-à-dire à faire en sorte qu'il n'est plus qu'un objet, et on l'instrumentalise complètement. Donc il y a une perte d'estime de soi, inévitable. Donc, par rebond, vous nous expliquer par quel processus l'enfant peut se sentir coupable, comme Félicie l'a très bien exprimé tout à l'heure. Voilà, alors il y a le discours, c'est un bourrage de crâne, qui est tellement là, que de toute façon, et puis il y a un autre processus qui est un petit peu moins connu, et qui date du début de la vie, où au début de la vie, un bébé ne sait pas qu'il existe différent d'autrui. Donc à chaque fois qu'il va vivre une surstimulation, quelle qu'elle soit, il va être à la fois celui qui vit et celui qui fait la chose, c'est-à-dire l'agresseur et l'agressé, pour être un peu clair. Bon. Et c'est la réaction des parents et les mots que le parent va mettre sur ce que vit l'enfant qui va permettre de différencier et de désamalgamer. Je vous donne un exemple. Un enfant entend, je ne sais pas, une porte qui claque, par exemple. Il sursaute, il se met à pleurer. Bien. Il vit quelque chose dans son corps et dans son psychisme, par étayage, où il est complètement bouleversé. Si sa mère vient lui dire « tu sais, tu as eu peur mon bébé », c'est-à-dire elle nomme l'affect de l'enfant, mais tu sais, c'est la porte qui a claqué, si la relation maternelle et paternelle aussi, bien sûr, permet de différencier les choses comme ça, l'enfant va sentir que le coup qu'il a reçu, il en est victime. Mais si ce discours-là ne se passe pas, et dans la plupart des familles violentes et surtout abuseuses, sexuellement, sont des familles renfermées, ce qu'on appelle des familles anomiques, où la parole ne circule pas, où la plupart des paroles, c'est la mère qui geint, qui gémit, ou le père qui insulte. C'est-à-dire que ce n'est pas une parole qui permet d'expliquer à l'enfant la vie, mais simplement des injonctions comme ça. Eh bien, l'enfant continue à se développer en étant, à chaque fois qu'il vit quelque chose, à la fois le coupable et la victime. Et ça, à mon avis, ça fait aussi partie du fait que les enfants abusés et violentés se sentent victimes. C'est un processus intrapsychique qui n'a jamais été, si vous voulez, différencié parce que le parent n'a pas été là pour soutenir l'enfant et nommer, l'interpréter. Faire en sorte que l'enfant réalise qu'il est différent d'autrui. Comment expliquer ce silence qui entoure le plus souvent ces affaires de maltraitance, le fait que ça dure aussi longtemps? Alors évidemment, l'enfant, vous nous l'avez expliqué, peut se sentir coupable, même s'il n'est simplement que victime, mais il y a les autres, il y a forcément des témoins, il y a des gens qui ne veulent pas voir, il y a des gens qui voient mais qui ne veulent pas voir. Déjà, il faut savoir que les familles, comme je vous disais, violentes, sont des familles refermées sur elles-mêmes. Il y a très peu d'ouverture sur le dehors, la plupart, très peu d'ouverture sur le dehors. Il y a la loi du silence, c'est peut-être la plus grande maltraitance, c'est de ne pas... Enfin, que tous restent enfermés. Maîtriser la chose, c'est l'empêcher d'exister en plus, c'est reconnaître qu'elle n'existe pas. Quoi. Bien sûr. Et puis je crois que la violence fait tellement peur émotionnellement, c'est tellement choquant, c'est tellement fort qu'il y a un effet de sidération chez tout le monde qui fait qu'on a du mal à dénoncer, puis on a du mal à y croire. On a du mal... Et puis c'est vrai qu'il y a un système juridique, peut-être policier, qui n'encourage pas forcément toujours. Parce que si on dénonce... ça y est, on est pris dans un espèce d'engrenage et on se dit, est-ce que ça vaut le coup Les preuves doivent suivre, les enfants sont mis en avant, les journaux prennent leur lait, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Voilà, il y a tout un système qui se met en route et qui fait qu'en effet, il y a un éclatement social qui se met en place et la personne qui a dénoncé est survictimisée parce qu'on la rend coupable, alors qu'en fait, c'est évident qu'il faut dénoncer. C'est par qui le scandale arrive, comme disait Félicie tout à l'heure. Mais je suis coupable de la perte de la maison de mes parents, alors qu'ils étaient jeunes, qu'ils ont investi dans une maison, lui dans le travail, ma mère dans l'éducation des enfants. J'ai détruit la famille, j'ai détruit le couple, un couple merveilleux, parce que le mariage, quand on voit une de ses sœurs se marier, c'est beau.
Mais j'ai même détruit le mariage de ma sœur. Non, vous n'avez pas détruit le mariage de votre sœur, parce que si le mariage de votre sœur avait été si merveilleux, si formidable, il aurait survécu à ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui se serait discuté. Ils n'ont pas survécu au procès. Mais c'est parce que c'était un couple qui était fragile, et je comprends qu'il puisse être fragile, parce que quand une fille a été abusée et qu'on ne l'a jamais reconnue en tant que victime et qu'elle se sent coupable de ce qu'elle... Je parle de votre sœur, et forcément elle va choisir un mari qui va rentrer dans le système. Il l'a défendue au procès, il était très proche d'elle, mentalement il l'aidait. Enfin, je le considère encore comme mon beau-frère parce que je trouve ça beau. J'ai trouvé super. Qu'est-ce qui a fait que ça a explosé ensuite alors, à votre avis? Elle habitait dans la ville où donc est ma mère et où habite actuellement mon père, et elle ne pouvait plus supporter l'idée qu'on ne sait quand il va sortir. Puisque ma mère clamait haut et fort, de toute façon il va sortir, c'est une erreur judiciaire, il était innocent. Donc tous les gens la rejetaient. Votre sœur? Oui. C'est ça, c'est difficile de vivre. Et vous avez suivi une thérapie pendant combien de temps, vous le disiez? j'ai commencé en 91 avec un analyste, psychanalyste, psychologue, psychanalyste, jusqu'en mars 98. Mars 97. Et ça collait plus. Ça collait plus? Ça collait plus du tout, j'avançais plus. Je perdais mon argent et mon temps et mon énergie, parce qu'une analyse, c'est beaucoup d'énergie aussi. Est-ce que votre analyste vous a dit un jour, cet homme-là, votre père, n'avait pas le droit de vous faire ça? Est-ce que vous l'avez entendu une seule fois? Non. Jamais. Non. Ne pas dire à un patient qui s'est fait abuser, il n'avait pas le droit de faire ça. Il ne m'a pas dit ça, mais moi, je suis sortie de l'analyse en disant, c'est moi qui ai provoqué mon père. Ben voilà. Mais ça, c'est terrible. C'est un processus thérapeutique avorté. On arrive exactement, au lieu d'arriver à une déculpabilisation et à remettre sa vie en route, parce qu'on ne peut pas rester non plus victime toute sa vie, il va bien falloir relancer la vie, hein. Et ben voilà, vous êtes resté plongé là-dedans. Mais vous avez bien fait de le quitter.